la première vision d'une chose comme ça est stupéfiante pour tout le monde. Même pour ceux qui connaissent l'œuvre ou qui sont plus ou moins habitués à la démarche de Wim Delvoye. Parce qu'il y a une grande violence au départ. Et donc cette violence, tu ne peux pas la traduire ou la décrypter tout de suite. Tu es au stade sensation-émotion. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette affaire il y a un certain temps à Anvers dans la galerie de Wim Delvoye. Et là, je ne pouvais rien dire. J'étais comme tout le monde. Même un peu choqué, mal à l'aise par ces triturations, torturations de cette femme impassible, soumise à des mains d'hommes hors champ, qui brutalisent sans avoir l'air et tout de même qui mettent à mal l'intimité du visage de cette femme, puisqu'il s'agit d'introduire des doigts dans les orifices. Ce qui est tout de même une façon de dire qu'il y a un viol du visage de la femme. J'ai dû voir ça l'année dernière, ou l'année d'avant, enfin 1 an ou 2, quoi. Mais j'avais déjà, à ce moment-là, exploré l'œuvre. Donc je n'étais pas comme quelqu'un qui n'a pas exploré l'œuvre, comme les personnes que nous avons vues dans la rue à Liéza et qui étaient complètement larguées, parce que tu as une œuvre qui te tombe dessus, tu ne sais vraiment pas lui donner du sens. Je crois que chez Wim Delvoye, je le répète souvent, il y a toujours 2 types de systèmes de signes. Hein. Il y a toujours deux codes ou 2 systèmes de signes qui se collent l'un à l'autre. Donc dans ce cas-ci, c'est la violence de l'intrusion, de ses mains de bourreau inquisiteur, et l'impassibilité totale de la femme. C'est pas normal, elle devrait commencer à pleurer, ou à protester, ou à gémir, jusqu'à la fin, elle reste impassible. Donc c'est l'impassibilité et la trituration qui se mettent ensemble. Exactement comme dans les œuvres de Wim Delvoye, où tu as de la cochonaille et des signes de l'islam qui se mettent ensemble. Ou des montagnes avec des inscriptions qui sont des inscriptions éphémères sur une surface d'éternité, etc. C'est le même principe. La bande-son étant elle aussi un système rapporté qui ne colle pas exactement avec ce qu'on attendrait de ce genre de choses. Il l'avait fait très bien avec les vidéos sur les points noirs, sur les comédons, où les comédons sortaient de la peau comme des espèces d'éruptions monstrueusement volcaniques ou autres, et où la peau était vue avec des caméras de chirurgiens, donc agrandie 300 fois, je ne sais pas quoi. Et c'est horrible, un comédon qui sort comme ça. Mais la musique, c'était de la musique d'opéra cosmique, qui met de nouveau une grande étrangeté de rapport. Il laisse le spectateur se débrouiller avec cette... Ah, mais j'espère bien. Ah ben oui, une œuvre d'art, une grande œuvre d'art. Tiens, je pense à un artiste qui fait du numérique, un jeune artiste écossais qui fait du numérique, il travaille avec ordinateur, il s'appelle Charles Sandison, et qui dit dans un premier texte qu'il a publié récemment, mon œuvre c'est un terrain neutre. Si je ne fais pas ça, c'est que je prends possession du terrain pour le spectateur, ou bien je veux trop que le spectateur interprète au nom d'a priori intellectuel ou affectif. Non, non, non. Ça doit rester un terrain absolument neutre. C'est ce que Deleuze appelle des blocs de sensations, des blocs d'affection. Si tu ne fais pas des blocs, c'est-à-dire des choses que tu peux approcher comme neutralité, ton œuvre est trop axée sur le destinataire ou sur le destinateur, et automatiquement, elle devient mineure. Elle est inféodée à quelque chose. L'œuvre doit être une espèce de sublime neutralité qui attire tout et qui repropulse tout. Et ça, je parle de n'importe quelle œuvre importante. Si on cherche autre chose, on est sur des pentes de séduction ou d'idéologie, ou que sais-je. Et c'est ça qui est très beau chez Delvoye, c'est la façon dont il présente des choses qui sont pourtant assez cocasses, piquantes, même quelquefois franchement humoristiques, mais il garde toujours cette espèce de grande neutralité, ce que j'appelle l'impassibilité expressive, pour dire un paradoxe absolu, puisqu'impassible, c'est pas expressif. Eh bien oui, c'est une impassibilité expressive. C'est un homme qui sait que tout est code, qu'il n'y a que des codes. Alors s'il n'y a que des codes, il faut voir comment on peut associer des codes qui ne vont pas ensemble pour produire, je dirais, une plus-value, quelque chose qui est plus qu'un code plus un code. Parce que si je mets 2 codes semblables ensemble, bah oui, bon, ça va. Mais si je mets 2 codes dissemblables ou hétérogènes, ou même incompatibles, ensemble, et que j'arrive à les faire cohabiter, alors il va se passer quelque chose. C'est la fameuse rencontre du parapluie et de la machine à coudre
de l'autre Hermon que les surréalistes ont adopté, c'est arriver à mettre ensemble des significations qui sont incompatibles et de parvenir à les rendre cohabitables. Et Wim Delvoye poursuit cette recherche, mais avec des nouvelles dispositions qui me paraissent prodigieusement intéressantes. C'est le corps, c'est quand tout fiche le camp, hein, parce que tout fiche le camp dans nos sociétés. La terre, l'environnement, etc., etc. Il y a une chose qui refuse vraiment de fiche le camp, c'est le corps. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de soucis sur la beauté, le fitness, le bodybuilding, le poids, le massage, tout ce qui tourne autour de l'obsession du corps aujourd'hui montre bien que c'est le dernier bastion. Et Wim Delvoye travaille sur ce dernier bastion. Qu'est-ce que c'est un corps? Qu'est-ce qu'il y a en notre corps? Il y a quoi? Des viscères, mais il y a aussi des liquides, il y a des échanges chimiques, des échanges électriques. C'est toute la différence entre le corps extérieur, qui est visage, apparaître, anatomie, costume, c'est-à-dire signe, et le corps illisible, enfin en principe, illisible, qui est le corps profond. Et je pense que pour Wim Delvoye, il faut essayer de réunir les deux. Donc d'aller dans le corps profond avec des systèmes qui font qu'ils apparaissent comme beaucoup plus lisibles. Malgré qu'on reste toujours sur la peau, hein. C'est toujours la peau du cochon, le carrelage. Il y a chez Wim Delvoye un invariant qui est l'association de codes hétérogènes, l'interrogation de la profondeur par la surface sur le thème du corps. Cloaca, c'est son fer de lance. Il faut se rendre compte que souvent un grand artiste ne pénètre dans l'univers des masses médias ou dans le grand public que parce qu'il a une œuvre un peu fer de lance, une œuvre qui est provocante malgré elle, oui, malgré elle en général, parce qu'un grand artiste ne veut pas provoquer. Il n'a jamais fait Cloaca pour faire une provocation scatologique. Il a fait Cloaca par une pure logique de développement sur le corps profond, le corps technologique, tu vois, l'excrément qui est très profond et lisible, et la gastronomie qui est très superficielle. Cloaca, pour moi, c'est un des sommets de son œuvre, et c'est certainement une des œuvres les plus importantes de ces 10 dernières années, puisqu'elle pose la question du corps profond, mais par la technologie. Donc, par les corps, le nouveau corps, c'est quoi? C'est la biogénétique, c'est voilà, la robotique et tout ça. Donc, lui, comme artiste qui se pose des questions sur l'image du corps ou les énergies du corps, ou la représentativité possible du corps, il arrive à ça par le biais des technologies et de la science. Et je l'ai déjà dit souvent, un artiste aujourd'hui qui ne fait pas le pont entre les technologies et la science, que fait-il? Si on regarde des grands comme Tony Cragg et d'autres, ils sont tous interpellés par l'ADN, la biogénétique et toutes sortes d'autres sciences de pointe. Et par bonheur, on retrouve de ces grands moments où Léonard da Vinci était un grand artiste et un grand savant et où les alliances étaient évidentes. Hein, et on a souvent perdu ces alliances et on s'est égaré dans des confusions du genre je suis artiste, je suis pas scientifique. Grande erreur. Seurat et Manet, Duchamp, tous ces gens étaient au fait des sciences les plus puissantes et les plus innovatrices de leur temps. Et là, Delvoye, il est tout le temps en train de me parler de ça, lui. Hein. Et alors, les machines, tu leur donnes 10 cm de peau, et après un mois, il y a 1 mètre carré. La peau est mise dans des situations de reproductibilité automatique dans des laboratoires. Il dit un jour, je rêve de faire une œuvre avec un morceau de ma peau qui deviendrait un tapis énorme. Il est tout le temps plongé dans ces problèmes-là. Je trouve ça très très bien, très fort, très très pertinent. Je crois que tous les grands artistes, de quelque style qu'ils soient, revisitent l'histoire de l'art. C'est une force des grands artistes de revisiter l'histoire de l'art, pas de la citer. Parce que si ce n'était que de la citation, on serait dans les maniéristes qui citent des petits morceaux de passé pour se donner bonne contenance. Ou on serait en pleine apologie du postmodernisme où on ne fait plus que citer des frontons grecs pour refaire de l'architecture, enfin je sais pas. Donc ce n'est pas exactement de la citation. Moi j'appelle ça plutôt de la réactivation des styles ou des images du passé. Je lui dis c'est tout de même très décoratif, ce que tu fais les bétonneuses avec des dorures baroques, ou un camion avec des entrelacs taille, c'est tout de même très kitsch, j'ai envie de dire kitsch, donc mauvais goût, hein, parce que le kitsch c'est la citation mauvais goût du passé. Hein. Le kitsch c'est relire le passé d'une façon volontairement mauvais goût, hein, on y va.
L'Égyptien, c'est ça, c'est des gros blocs dorés, ou, enfin bon. Et il m'a dit pas du tout. Moi, l'art ancien, et entre autres le décoratif, je le vois comme une écriture du monde. Donc, au lieu d'être une citation de quelque chose que je prends et que je colle, j'apprends à relire le visible et le monde par l'art décoratif du passé. Et il m'a dit, le décoratif, c'est une grande force primitive. Alors là, quand on dit ça, on n'est plus du tout dans la moquerie, on est dans ce que j'appelle la revisitation et la réactivation de cette espèce d'éternel retour de l'art du passé dans le présent. Et je pense que c'est ça. S'il ne faisait pas ça, ce serait un petit artiste postmoderne kitsch. Et on en parlerait, je pense qu'on n'en parlerait pas comme ça ce matin. Cette pelleteuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des trous dans les rues, dans les terrains, pour des travaux publics. Mais elle est construite en cathédrale. Mais une cathédrale, ça n'est pas fait pour faire des trous. Une cathédrale, c'est le contraire. C'est une élévation vers le ciel, c'est un art sacré, respectable. Donc c'est nouveau, les deux styles. La pelleteuse qui fait des trous pour les reboucher, d'ailleurs, qui est dans les travaux publics, profane, dégueulasse, transitoire, et la cathédrale gothique qui est un monument de l'histoire. Alors, c'est la même chose, tu inscris « N'oublie pas la poubelle, chérie », et tu l'inscris en lettres romaines de 10 mètres dans une montagne. Tu vois, c'est toujours le même. Mais là, on ne peut pas dire que ce soit une moquerie vis-à-vis de l'art ancien, ni même une ironie vis-à-vis du style, c'est du télescopage de code. Quand il m'a dit, sur les bonbonnes, il avait fait des bonbonnes au début de sa carrière, des bonbonnes de butane sur lesquelles il avait imprimé du Delft, il m'a dit c'est 50% Delft et 50% butane, mais on peut aussi dire c'est 50% butane et 50% Delft. Il ne met pas l'un avant l'autre, et il dit c'est bien 50%, 50%. Donc il n'y a pas, par exemple, le kitsch qui prendrait la 80% d'importance pour capturer un style ancien. Non, 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 non. Tu vois, c'est égalité. C'est ça qui est beau chez lui. C'est cette égalité entre les éléments qui se rapprochent, quitte à se télescoper un petit peu, puis à s'unir pour constituer une entité que j'appelle un bloc. Et alors là, tu es dans le grand art. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut dire. Un artiste comme ça pouvait 10 fois rater sa cible par des excès de kitsch, de comique, d'ironie, tout ce que tu voudras, ou de scatologie provocante, et pas du tout. Il échappe absolument à tous ces défauts-là. Et il fait du grand art.